En complément du précédent épisode consacré à l'analyse d'un compteur Linky, nous allons aborder ici une série de tests factuels supplémentaires accompagnés d'explications qui compléteront mon travail de décortiquage du Linky pour aider à éclaircir certains de ses aspects techniques. Voici un nouvel épisode consacré au compteur communicant Linky et qui est complémentaire au précédent épisode numéro 20. Et d'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore vu, je vous recommande vivement d'aller le voir pour respecter l'ordre chronologique. Et pour y avoir accès directement, vous pouvez cliquer sur la suggestion qui est juste là et revenir ensuite sur cette vidéo. Et à l'instar de cet épisode 20 qui n'était volontairement pas monétisé, cette vidéo ne le sera pas non plus pour exactement les mêmes raisons. Et je reviens juste sur un point important que j'avais brièvement évoqué dans le précédent épisode, c'est que le Linky est bien alimenté en amont du circuit de mesure de la consommation électrique, ce qui sous-entend donc que sa propre consommation n'est pas du tout prise en compte dans le calcul de la facturation client. Je pense que c'était relativement important et qu'il valait mieux le confirmer ici. Je vais donc revenir ici sur davantage de tests et d'explications en rapport avec ce Linky, mais je voudrais aussi dire que je ne peux pas faire des séries de tests exhaustifs dans toutes les configurations possibles, parce qu'il y en a beaucoup trop. Je ne peux donc en faire que quelques-uns. Je rappelle quand même que l'idée initiale est de vous éclairer un peu plus sur ce sujet qui est particulièrement polémique si j'en crois pas mal de commentaires que je peux lire, tout en restant le plus objectif possible. Donc mon rôle ici, c'est pas de dire ce compteur est génial, il faut absolument l'adopter, vous allez voir ça va changer notre vie, ou au contraire de dire ce truc est une véritable atteinte à notre vie privée et en plus il pollue notre environnement à travers le réseau électrique. Le but ici est de dire voilà ce que j'obtiens quand je le soumets à tel et tel test, point. Tout en gardant bien entendu à l'esprit que l'exemplaire qui est dans mon labo ne fait partie d'aucune grappe parce qu'il ne peut pas être appairé avec un concentrateur Enedis. Et d'ailleurs, pour ceux d'entre vous qui se le demandent, aucun Linky n'est encore installé chez moi, sinon vous vous doutez bien que j'en aurais profité pour faire des mesures électromagnétiques sur un appareil qui est déjà installé. Une dernière remarque avant de commencer, en lisant les commentaires du précédent épisode, alors pas tous parce qu'il y en a vraiment beaucoup, je me suis quand même aperçu que certaines personnes, quelques personnes, se permettait d'écrire des insanités et des insultes à mon égard ou à l'égard de tous ceux qui n'étaient pas du même avis qu'eux. Alors on a tout à fait le droit d'exprimer son désaccord sur tel ou tel sujet à partir du moment où ça se fait dans le respect des uns et des autres. Mais quand ça se traduit par des insultes gratuites parce que ces gens n'ont pas vraiment d'arguments à donner, il n'y a pas d'autre choix que de les retirer définitivement des commentaires, et c'est précisément ce qui a été fait, et c'est aussi ce qui sera fait pour cette vidéo si jamais ça se reproduit. Vous êtes donc prévenus. Voilà, et comme pour le précédent épisode, tous ceux qui ne veulent pas suivre la série de tests que je vais effectuer maintenant peuvent directement sauter à la conclusion, qui commence au timecode que je vais inscrire par là. Alors dans cette vidéo, il va être pas mal question de tests de mesure de la consommation du courant. Donc pour bien comprendre les implications que cela sous-entend, je vais d'abord vous réexpliquer la notion de cosinus phi, qui est un facteur de puissance, mais aussi de puissance apparente et de puissance active. Parce que l'introduction du Linky change un petit peu la donne concernant le comptage de l'énergie consommée. Une installation électrique, qu'elle soit industrielle ou privée, utilise un circuit électrique fonctionnant au régime alternatif sinusoïdal. En France, ça correspond à une fréquence de 50 Hz pour une tension de 230 volts. Dans nos foyers, il y a toutes sortes d'appareils qui produisent et consomment des charges résistives, inductives et capacitives. La puissance dans ce régime alternatif n'est pas simple à déterminer parce qu'on dénote plusieurs types de grandeurs homogènes ayant chacune une signification particulière. On a d'abord la puissance active qui s'exprime en watts et qui est notée P. Elle correspond à la moyenne fournie au cours d'une période donnée. Elle est utilisable directement après transformation sous forme d'énergie mécanique, radiative ou thermique. Ensuite, on a la puissance réactive qu'on exprime en volt-ampère réactif et qui est notée Q. Elle est techniquement la plus abstraite mais apparaît dans tout système ayant des composants réactifs, donc capacitifs ou inductifs. Elle peut être soit produite, soit consommée par les composants mêmes d'un circuit. Et enfin, on a la puissance apparente qu'on exprime en volt-ampère et qui se note S. Elle est le produit de la valeur efficace de la tension électrique au bord d'un circuit par la valeur efficace du courant qui le traverse. Des trois, la puissance active est donc la seule à avoir un sens physique direct. D'ailleurs, les deux autres ne sont pas réellement des puissances au sens strict du terme. Mais il faut bien comprendre que la puissance réactive diminue la puissance active disponible, ça c'est un fait. Abordons maintenant ce qu'est le facteur de puissance.
Selon la nature de l'appareil électrique, le courant ne sera plus en phase avec la tension dans le temps. On appelle cela le déphasage. Par exemple, dans le cas d'une bobine, le courant est en retard sur la tension car la puissance périodiquement restituée provient de l'énergie magnétique stockée. A l'inverse, dans le cas d'un condensateur, c'est la tension qui est en retard sur le courant parce que la puissance périodiquement restituée provient cette fois de l'énergie de la charge électrique emmagasinée. Le facteur de puissance représente la valeur du déphasage angulaire entre la tension et l'intensité du courant dans un circuit alternatif. Cette valeur est toujours comprise entre 0 et 1. Ce déphasage est noté phi et le facteur de puissance est égal au cosinus de phi qui est aussi équivalent au rapport de la puissance active P sur la puissance apparente S. Le cosinus phi est donc un paramètre qui rend compte de l'efficacité qu'a un appareil pour consommer de la puissance lorsqu'il est traversé par un courant. Un facteur de puissance inférieur à 1 conduira à une consommation d'énergie réactive d'autant plus importante qu'il se rapproche de 0. Un mot pour aborder le facteur de puissance dans le cas où le régime de courant est non sinusoïdal, ce qui sera le cas pour les tests qui vont suivre. Dans ce cas, le problème est plus compliqué. En fait, les appareils électroniques se comportent comme des charges non linéaires, ce qui signifie que lorsqu'on les alimente par la tension sinusoïdale du réseau, le courant absorbé n'est pas sinusoïdal. On dit qu'il contient des harmoniques. Voici un schéma simplifié, purement théorique pour l'illustrer. On a le fondamental du courant à 50 Hz, c'est-à-dire la fréquence de la tension, et les autres sont des fréquences multiples du fondamental. Par exemple, s'il y a une harmonique à 100 Hz, c'est une harmonique paire de rang 2. À 150 Hz, c'est une harmonique impaire de rang 3, et ainsi de suite. Sur ce graphe, la tension est la courbe V, les harmoniques sont les courbes I1 et I3, et la courbe I est le courant significativement déformé qui en est la résultante. Ici, le facteur de puissance s'exprime toujours par le rapport de la puissance active sur la puissance apparente. Il est toujours inférieur ou égal à 1, mais il n'est plus égal à cosinus phi, parce que la puissance apparente s'exprime par cette formule. La puissance active, elle, se définit par cette équation, et la puissance réactive se définit par celle-ci. Mais dans ce cas de figure où le courant est déformé et comprend donc des harmoniques, la puissance apparente s'écrit désormais selon cette expression, où D est la puissance déformante qui se calcule selon cette formule. Et au final, le facteur de puissance peut donc s'exprimer par cette équation. Comme je vous l'avais dit, en cas de régime de courant non sinusoïdal, c'est un petit peu plus compliqué. À titre indicatif, voici un tableau que j'ai trouvé et qui indique les valeurs moyennes du facteur de puissance de certains appareils assez couramment utilisés. Voilà, passons donc maintenant sur le banc de travail et vous allez voir, je pense que ça devrait être assez intéressant. Alors pour cette série de tests, voici la configuration matérielle que j'ai mise en place. Nous avons bien entendu le compteur Linky dont j'ai retiré le boîtier vert et blanc. Ici un wattmètre qui va nous permettre de mesurer plusieurs paramètres dont les puissances et le facteur de puissance. Cette sonde de courant est reliée à un oscilloscope numérique. Elle produira la courbe jaune qui est plate pour le moment. Et cette sonde différentielle branchée au réseau électrique côté fournisseur et qui produira, elle, la courbe de tension violette sur l'écran de l'oscillo. Avant de démarrer, un petit rappel de la nature des infos que le client peut consulter en mode normal. Nom du contrat, c'est l'option tarifaire choisie dans le contrat client. Base, c'est l'index de consommation en cours avec l'option tarifaire. Puissance apparente, c'est la puissance utilisée au moment de la consultation. Puissance max, c'est la puissance maximale atteinte au moment de la consultation. Puissance souscrite, c'est la puissance souscrite dans le contrat client. Puissance coupure, c'est la puissance à partir de laquelle le Linky est censé couper le courant quand il y a dépassement. Il y a cependant une certaine tolérance, comme le montre ce schéma, qui nous donne la courbe de déclenchement de plusieurs types de compteurs, dont le Linky en pointillé vert. Pour les tests, je vais donc utiliser plusieurs appareils différents, PC, aspirateur, lampe, chargeur, smartphone, etc., qui représentent les types de charges inductives et non linéaires que l'on peut trouver dans un logement. Le PC sous Windows 10 est désormais allumé, mais en stand-by, et sa consommation est mesurée sur le Linky à 168 VA, et sur le wattmètre, ça donne 145 watts. Je regarde brièvement les autres valeurs qu'il nous donne. 166, 167 VA. La tension est à 223-224 volts, 740 mA de courant et un facteur de puissance à 0,87. Vous pouvez voir sur l'oscillo que la courbe jaune montre qu'on n'est pas dans un régime sinusoïdal. Voilà, la démo graphique est lancée sur le PC, ce qui fait donc augmenter sa consommation puisque le GPU est beaucoup plus sollicité que précédemment. Le Linky mesure une puissance apparente de 424 VA et ça donne environ 410 watts sur le wattmètre. On est sensiblement autour des mêmes valeurs en puissance apparente entre le Linky et le wattmètre. La tension a chuté à 216 volts, le courant est mesuré à un peu moins de 2 ampères et le facteur de puissance est toujours pas mal puisqu'on est autour de 0,96. Et bien entendu avec une courbe de courant toujours aussi déformée. On a ici l'afficheur des deux appareils simultanément. En puissance apparente, on est sensiblement identique comme vous pouvez le voir, ce qui confirme la bonne précision du Linky.
On est stabilisé à 1,95 A de courant, 50 Hz et toujours le même facteur de puissance. Second test, il va impliquer cette fois l'utilisation de cet aspirateur à puissance variable. Pour commencer, je l'allume à sa puissance maximum, 649 VA de puissance apparente, 608 watts de puissance active et une courbe de courant relativement déformée. Je vais maintenant diminuer progressivement sa puissance. Vous pouvez observer que le signal mesuré par l'oscilloscope est cette fois très déformé comme on pouvait s'y attendre puisque le courant est redressé. Je diminue encore la puissance au minimum, 193 watts de puissance active pour 420 A de puissance apparente. Le facteur de puissance est donc ici très mauvais. Revenons à sa puissance max pour la réduire à nouveau au minimum en ne regardant que le facteur de puissance. Au max, il est à 0,97. Je diminue la puissance, on tombe à 0,69 et je la diminue au minimum et là on est à 0,46. Je fais en sorte que tout rentre dans le cadre pour voir l'évolution en simultané. On est revenu au maximum. Pour le troisième test, je vais ajouter ce radiateur en plus du PC et de l'aspirateur parce qu'il ne faut pas oublier que beaucoup d'habitations se chauffent au chauffage électrique. Aspirateur éteint, PC en mode démographique, chauffage allumé aux 3/4 de sa puissance, j'allume maintenant l'aspirateur puissance max. Environ 1970 VA de puissance apparente pour 1964 watts de puissance active. Et un courant qui est pratiquement en phase avec la tension. Le facteur de puissance doit être à son maximum et ça c'est en grande partie dû au fait du radiateur électrique. On va jeter un coup d'œil aux autres valeurs mesurées par le wattmètre. Puissance apparente, tension, courant 9 A, fréquence et le facteur de puissance qui est à 1, donc à son maximum. Je diminue maintenant la puissance de l'aspirateur, j'ai pas touché au radiateur ni au PC, le facteur de puissance est passé à 0,98 et même à la puissance mini de l'aspi, on garde un facteur de puissance très bon. Rappelez-vous, l'aspirateur seul était à 0,48 tout à l'heure. Quatrième et dernier test, on garde l'aspirateur et le PC, mais on y ajoute 3 autres appareils grand public. Alors ici j'ai branché le PC, son écran, l'aspirateur, un chargeur 5 volts sur lequel est branché un smartphone Microsoft, une alim reliée à cette lampe plasma qui est un objet de décoration produisant de la haute tension, et ici est branchée cette lampe loupe à 2 tubes néons. Pour l'instant, voici les courbes de tension et de courant que l'on obtient à l'oscilloscope. J'allume la lampe, tous les autres appareils à l'exception de l'aspirateur sont allumés. La puissance apparente est de l'ordre de 264 VA. Tension, courant, fréquence et pour l'instant un facteur de puissance à 0,93. La démographique est lancée, il ne reste plus que l'aspirateur à allumer. Une puissance apparente autour de 1100 VA et pour un facteur de puissance de 0,98 et une courbe de courant pas encore trop déformée. Je vais maintenant réduire la puissance de l'aspirateur et on va observer la valeur du facteur de puissance sur le wattmètre. L'aspirateur est à puissance minimum, on voit que le courant absorbé n'est plus sinusoïdal, mais le facteur de puissance est plutôt convenable autour de 0,9. Je remonte la puissance de l'aspirateur au maximum. Et le Linky obtient à quelque chose près les mêmes valeurs que le wattmètre. Voilà, donc en conclusion de ces tests, il semble que le circuit de mesure du Linky en charge de calculer la consommation électrique soit plutôt fiable. Avant de revenir quelques instants sur l'activité électromagnétique du Linky, je voulais aussi vous montrer à titre de curiosité la porteuse à 50 kHz qui concerne la téléinformation client du Linky. C'est en effet sur cette fréquence que les signaux d'information de type modulation d'amplitude sont modulés. Attention, je précise que ces signaux ne sont pas transmis et ne quittent donc généralement pas le compteur. Et pour info, je vais maintenant vous montrer l'activité électromagnétique entre les fréquences de 0 Hz à 2 MHz, sachant que la bande passante de cet analyseur de spectre ne commence qu'à 9 kHz. Attention, je ne suis pas en train de mesurer le CPL, mais bien l'émission électromagnétique du circuit. La référence est à 0 dBm, soit 1 mW. J'ai activé la table des crêtes d'amplitude de ces harmoniques pour que nous ayons à l'écran la valeur en dBm de chacune d'elles.
On se rend compte que le signal diminue d'environ 1 dBn d'une harmonique à l'autre, sachant que le premier marqueur est déjà à moins 50 dBm et que le dernier mentionné est à moins 62 dBm. On peut donc dire que le rayonnement électromagnétique du boîtier même est particulièrement faible. Et avant la conclusion, dernière petite remarque sur certains composants, j'ai fait une ouverture un peu plus grande sur l'organe de coupure pour vous montrer son mécanisme en faisant mon possible pour le garder opérationnel. J'ai filmé ces images au microscope. Le déclenchement de l'ouverture et de la fermeture du contacteur se fait par une membrane sous influence de l'électroaimant. À gauche est disposé le contacteur, là il est en position fermée, donc le courant passe. À droite c'est la membrane qui commute le contacteur et que je peux inverser avec mon embout. Là le courant est coupé. Et selon une tension positive ou négative appliquée à l'électroaimant par le CPU, le contacteur sera donc ouvert ou fermé. Maintenant parlons protection 2 minutes. Même si je reste persuadé que la principale source d'incendie électrique causé par un compteur, qu'il soit Linky ou pas d'ailleurs, vient d'un mauvais serrage des câbles au niveau des bornes de puissance, il ne faut pas négliger un autre détail au niveau de la protection du circuit d'entrée. Cette varistance rouge est là pour absorber une forte surtension ou tout autre défaut électrique sur le réseau. En général, en amont de cette varistance, on place un fusible pour limiter le pic d'énergie qu'elle doit absorber. Quand le fusible éclate, la quantité d'énergie qui passe malgré tout est bien moindre et la varistance résiste la plupart du temps. Mais dans le cas de ce compteur, je n'en ai pas trouvé. Le seul fusible est celui en amont du contact sec, ici. Mais il y a au moins une raison pour laquelle le Linky en est dépourvu, c'est qu'il se trouve derrière le disjoncteur différentiel, qu'on appelle aussi BACO, toujours obligatoire dans une installation et qui est lui pourvu de tout le nécessaire pour protéger le compteur et le tableau des fusibles. Et heureusement que c'est le cas parce qu'une varistance qui doit encaisser une énergie beaucoup plus importante que ce pour quoi elle a été prévue, ça donne en général ce genre de résultat. Bon voilà, je pense que je vais m'arrêter là concernant le sujet du Linky. Les choses me paraissent désormais beaucoup moins obscures qu'avant de l'avoir eu entre les mains, et j'espère que c'est aussi le cas pour vous. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut conclure de tout ça? Déjà, il semble que le calcul de la consommation électrique soit tout à fait cohérent, mais j'avoue que j'en attendais pas moins de la part d'un compteur numérique. Alors je sais qu'il y a beaucoup de confusion dans la tête de pas mal de personnes concernant le coût de la consommation. Alors bien que le Linky n'affiche que la puissance apparente en VA, sachez quand même que la facturation se fait toujours en kWh comme les précédents compteurs. Mais dans ce cas, je comprends toujours pas pourquoi Enedis a choisi de fournir des informations de consommation de la puissance apparente en volt-ampère sur l'afficheur de Linky. Je les ai contactés il y a quelques temps et je n'ai jamais eu la moindre réponse. D'ailleurs, si parmi vous, il y a des gens qui travaillent chez Enedis et qui connaissent la raison, n'hésitez pas à la donner dans les commentaires, je pense que je ne serai pas le seul à être intéressé. Alors, en quoi les choses diffèrent ? On se doute que Enedis cherche à s'adapter à l'électronique qui est désormais dans nos foyers et qui est assez différente de celle d'il y a 40 ans. À l'époque, il y avait beaucoup moins d'alimentation à découpage et de moteurs, mais aujourd'hui, il y en a partout, et tous ces appareils produisent une grande quantité d'énergie réactive. Du coup, Enedis ne veut probablement plus prendre à sa charge le coût qu'engendre le déphasage. Et ça, pour l'usager, c'est relativement nouveau. Et sinon, en dehors de ces tests, vous avez aussi pu voir que les émissions électromagnétiques du circuit du Linky dans la bande des 0 Hz à 2 MHz, donc je ne suis pas en train de parler là du CPL, est particulièrement faible. Et la toute dernière chose que je tenais à dire, c'est que la durée de vie de ce Linky est donnée par Enedis pour environ 20 ans. Et franchement, au vu de certains composants, ça me paraît un petit peu optimiste. Je serais prêt à parier que certains compteurs ne tiendront pas plus de 15 ans, et qu'il faudra soit remplacer, soit réparer pour qu'ils puissent repartir de plus belle. Voilà, merci de partager cette vidéo si vous l'avez trouvée intéressante. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui seront assez curieux d'en connaître le contenu. En tout cas, il n'y aura probablement pas d'autres vidéos sur le Linky avant un certain temps, parce qu'il y a quand même beaucoup d'autres sujets, au moins aussi intéressants à aborder. A bientôt!